Voué depuis toujours à percer le mystère de son existence, l'homme, dans l'éveil de sa conscience, a inventé peut-être avant toute chose la poésie. La poésie fait parole de ce qui avant elle ne l'était pas et par elle le devient. Parole de ce qui sans elle et par elle ne saurait être dit. Personnellement, je ne la considère pas comme un supplément d'âme, mais comme l'expression même de la vie. Elle constitue une ouverture vers cette face invisible du monde qui nous relie à tout et à tous, qui réconcilie toutes choses, même les contraires, jusqu'à nous faire entendre le silence des mots, jusqu'à réconcilier nos rêves de la nuit et le rêve éveillé de nos journées. En visitant le monde à l'intérieur de chacun de nous, elle abolit la coupure originelle entre l'objet perçu et la conscience qui perçoit. Tout vrai poète est en quête de quelque chose d'innommé, dont l'intelligibilité demeurera toujours problématique. Pour traquer l'inconnu, le poète se doit de ruser avec lui. Il a recours à l'analogie, à l'anacolutte et à la métaphore. Quand Rimbaud dit, en parlant de son œuvre, je crois qu'il disait ça à sa mère, qui était un peu déroutée parce qu'il écrivait, ça veut dire ce que ça veut dire dans tous les sens et littéralement. Il voulait peut-être dire aussi que le sens d'un poème peut échapper à son auteur et que le lecteur peut y découvrir des vérités qui n'étaient pas forcément dans les intentions du poète. On peut aussi avec René Char que les poètes savent faire surgir les mots qui savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Et Sartre nous dit que, contrairement au prosateur, le poète ne se sert pas des mots comme des signes, mais comme des choses. C'est ainsi que le poète prend le pari de mettre en mots ce qui relève de l'indicible. Je vais tenter de vous dire un court passage extrait des Cahiers de Malte, Loris Brigg, de Rainer Maria Rilke, qui pourrait s'intituler « Le premier mot d'un vers ». Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir penser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement par tant de profondes et graves transformations,
à des jours passés dans les chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut être resté assis auprès de mort, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte, et les bruits qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sons, regards, gestes, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers.